retenu. J'espère que tu as tes sources. Merci pour ça. On ne va pas rester sur ce panel-là pour se tirer des coups. On appelle ça comment? Pour se disputer sur certains points. Bon, ça se règle en famille. Peut-être que tu vas comprendre bien après. Attends, quand il a parlé, quand tu as dit qu'il a parlé. Donc tu veux dire qu'un camion, là, il ne comprend rien. Non, faut pas dire des mots que je n'ai pas fait sortir de ma bouche. J'ai dit que ça c'est le linge sale se règle en famille. Ça, on va régler ça en famille. Ça, c'est il n'y a pas de souci. Peut-être que c'est moi et moi. Rien compris. Non, peut-être que c'est moi et moi. Pourquoi c'est forcément lui qui ment? Est-ce que moi j'ai dit que c'est lui qui ment? Peut-être que c'est moi et moi. Il a ses informations, il a ses sources. Peut-être qu'il va me donner ses sources. Peut-être que c'est moi et moi. Voilà pourquoi il dit le linge sale se règle en famille. On ne va pas venir sur ce panel-là pour se disputer sur ce sujet-là. On va régler ça entre nous en famille. Parce que le linge sale, dans une bonne famille, le linge sale se règle toujours en famille. Nous sommes tous en famille. Nous sommes tous en famille. Comme lui n'a pas comme vous, lui il est en famille. Toi, tu as honte de ta famille. Non, Camille. Excusez-moi, d'une fille, s'il vous plaît, excusez-moi. Je peux? On t'écoute. D'une fils, donc si je comprends, vous êtes contrarié à ce que Ikami dit. Contrarié par pourquoi? Parce qu'il dit que non, nous les Africains, nous ne sommes pas dans une tradition parfaite. Donc c'est ce qui fait que la malédiction est sur nous, nous sommes des maudits. Nous ne sommes pas dans une tradition parfaite. Et la malédiction est sur nous parce que nous sommes maudits. Je vous ai dit ce sujet-là. Si moi je dois parler avec Nkemi, on va régler son famille. Parce que j'ai dit dans une bonne famille sur les propos de Nkemi. Concernant Nkemi, peut-être que c'est moi, je me trompe. Peut-être que ses sources sont fiables. Et lorsqu'il va me faire part de ça, je serai peut-être convaincu. Mais je professe que cela... Y'a quoi? Tu t'es muté? Kamit, je sais pas, ils se sentent moi. Je pense qu'on a la même idéologie. Et ça, on pourra régler ça en famille. Voilà. Maintenant, concernant le thème du live, c'était le retour. Est-ce que retourner aux sources était utile pour nous? C'est ça, non? Ou bien est-ce que ça nous a apporté le développement? C'est ça, je crois bien. Non, ça c'est la question que vous posez en Camille. Non, c'est la question que vous avez. D'abord, le retour à la source. Quelle source? La source des Pygmées ou la source des Égyptiens? Quelle source? Camille, s'il te plaît, on va régler ça en famille. Faut pas. Nous sommes en famille, là. Non, attends, Camille. Non, mais du coup. C'est pas un problème, Camille. Fils, est-ce que nous devons retourner aux sources des Pygmées ou des Égyptiens? Est-ce que nous devons retourner aux sources des Kémites ou des Pygmées? Non, pas des Kémites, des Égyptiens ou des Pygmées. Je pense que nous ne devons pas nous fier à une seule tradition. Je pense que nous devons faire un brassage de traditions, prendre ce qui est bon et prendre les paradigmes qui sont bons et les adapter à notre réalité actuelle. Pas se fier juste à une seule tradition. Parce que vous devez aussi savoir que la connaissance que les Égyptiens ont eue n'est pas née en Égypte. Je pense que ça a été un processus qui a abouti jusqu'à ce que l'Égypte naisse. Donc, il y a tout un long processus qui s'est fait antérieurement jusqu'à ce que arrive l'Égypte. Donc, je pense que nous devons faire un mixage des paradigmes qui sont bons et les introduire et les adapter à notre environnement et notre ère actuelle. Moi, je pense que c'est ma conception des choses. Hein. Voilà. Donc, Camille, voici la réponse. Hein. Donc, on doit faire brassage. Oui, mais dans le brassage, là, il faut d'abord que les Kémites puissent savoir l'origine de la source. On ne peut pas brasser comme un cochon, tu ramènes ta tête. Non, il faut connaître d'abord la vérité. L'être humain doit d'abord est un esprit qui doit être dans la vérité. Mais notre source commence où?
qui détient notre source? Qui est le premier grand-parent à mettre la tradition kémite en place? Est-ce que les kémites peuvent nous dire aujourd'hui qui est le premier aïeux ou ancêtre qui a mis la tradition kémite en place? D'où vient la tradition des kémites? Voici la question d'un Kami. Entre les Pygmées et les Égyptiens, qui a amené la première civilisation kamite? Demi-toi. Béni, moi personnellement, je ne vais pas rentrer dans ton jeu. Camille, toi et moi, on va régler nos soucis en famille. On a besoin d'informations. Camille qui s'est amusé ici. On a besoin d'informations. Oui, moi je suis là. Moi je suis pas venu pour débattre avec Camille, hein, personnellement. Je suis pas venu pour débattre avec Camille. Mais si tu ne peux pas débattre avec Camille, tu vas débattre avec qui ici? Je ne suis pas venu pour débattre avec Camille. Je pense que le thème qui était là, c'était est-ce que la tradition africaine pouvait nous apporter un certain développement? C'est pourquoi on demande quelle tradition? La pygmée ou l'égyptienne? Mais est-ce que nous avons une seule tradition? Donc c'est quelle tradition? Béni, toi tu es en Côte d'Ivoire, tu as une seule tradition? Il y a une seule tradition en Côte d'Ivoire? Mais est-ce que toi tu es prêt? Est-ce que toi tu es prêt à aller te qualifier pour devenir comme Boli Papou et Cabri? Est-ce que toi tu es prêt à donner ton enfant de 9 ans en mariage? Mais quand tu parles d'enfant de 9 ans, c'est donc tu dis là, tu n'as même pas de preuves. D'abord, je te pose cette question. Comme tu as parlé de 9 ans, je te pose cette question. La première femme de Mohammed, avec quel âge? Ça, j'en sais rien. J'en sais rien. C'est sûr. Est-ce qu'elle s'occupait de son mari? Ça, j'en sais rien. Ça, j'en sais. Elle s'occupait de son mari ou pas. Ça. Tu parles de ça. Jeune fils. Ton information, la première femme de Mohammed avait 40 ans. Et comment on appelle? Elle s'occupait de lui. Elle le nourrissait. Elle le câlinait. En tout cas, elle s'occupait de lui. Maintenant, quand elle décède, un homme de son âge, est-ce qu'il va aller prendre une petite fille pour s'occuper d'elle? Ou bien il va aller prendre une femme qui a quand même la possibilité de pouvoir combler ce vide-là? Je te pose la question. Donc, celle qu'on dit qu'il a pris à 9 ans, elle avait quel âge alors? Je repose ma question. Un homme a marié une femme de 40 ans. Moi, je te pose la question parce que tu dis que les affirmations sont fausses. C'est que tu as une réponse à ça. Écoute ma question, s'il te plaît. Je veux qu'on travaille maintenant avec l'intelligence. Un homme qui a marié une femme de plus de 40 ans, avec qui il a vécu longtemps, elle s'est occupée de lui, elle a câliné. Quand il a reçu même sa révélation, c'est auprès d'elle, elle est venue se réconforter, elle a réconforté tout ça. Cette dernière-là décède. Si cet homme-là doit se remarier, est-ce qu'il va aller marier une petite fille, un bébé, que lui-même il va s'occuper, ou bien il va aller marier une autre femme qui est capable de venir combler le vide? Difficile. Donc, je peux répondre? Pourquoi je t'ai posé la question? Voilà. Donc, ce que tu veux dire en gros, c'est que ce que j'ai dit, c'est faux, non? Donc, peut-être que tu as l'âge, tu vas me donner son âge. C'est simple, tu me donnes son âge, peut-être que ce qu'il dit, c'est faux. Il faut répondre à ma question. Tu as la manie de tourner autour des choses, là. Je ne tourne pas autour de tout. Moi, je t'ai dit qu'elle avait 9 ans, tu dis que c'est faux. Donc, donne-moi son âge. Je veux que toi-même, tu réfléchisses de par toi-même. Quelqu'un qui avait une femme de plus de 40 ans qui décède, est-ce qu'il va aller chercher une autre femme capable de combler le vide par tout ce qu'il a perdu au travers de sa pète, ou bien il va aller prendre un bébé où lui-même il doit s'occuper d'elle? Si c'est un arabe au 6e siècle ou 7e siècle, c'est possible, mais pas au 21e siècle. Tu racontes quoi même? Tu racontes Jeune fils, Oustaz, mais je réponds, permets-moi. si c'est un arabe qui vit au 7e Permettez-moi. siècle, c'est possible qu'il agit ainsi, mais si c'est un homme au 21e siècle, je ne pense pas qu'il va agir ainsi. Ok, d'accord. Deuxième question. Donne-nous le nom. Tu me réponds à ma question. Elle avait quel âge? Non, Parce je que viens. c'est qu'il dit, c'est fou. On a une question ici. Je veux que ton intelligence travaille. Donne-nous le nom. Tu réponds pas à ma question, quoi. S'il te plaît. Mais c'est simple, si tu réponds à ma question, tu vas... Est-ce qu'on peut s'écouter? Tu as parlé du 21e siècle. Ça veut dire que de ta position, tu es en train de juger une action du 7e siècle de ta position du 21e siècle. Déjà, intellectuellement, tu es affecté. Tu es affecté parce que tu fais preuve de mauvaise foi. Tu ne peux pas t'asseoir au 21e siècle et puis juger quelqu'un du 7e siècle. Quelqu'un du 7e siècle ne peut pas s'asseoir pour toi te juger au 21e siècle. Maintenant, pour aider ton cerveau à mieux bouger encore, je te pose cette question. Donne-moi un nom parmi ses ennemis. Parmi ses ennemis, hein, qui l'ont condamné parce qu'il a marié une fille de 9 ans. Si tu n'en trouves pas, il y a deux possibilités. Soit la chose n'a pas été, ou à cette époque-là, la chose n'était pas un problème. Donc je te repose la question.
puisque la chose était si mauvaise, donne-moi le nom d'un de ses ennemis qui, au 7e siècle, a jugé Mohammed comme cet acte-là. C'est-à-dire ce qu'il a fait, c'est pas bon. Donne-nous le nom d'un ennemi. Moi, je ne suis pas là pour suivre sa vie de A à Z. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas dans cette démarche-là. Qu'il ait des ennemis ou pas, moi, c'est pas ma préoccupation. Voilà. Maintenant, ce que tu dis que... Alors, en quoi est-ce que ça te gêne? Non, je vais... En quoi est-ce que mais laisse-moi répondre. Maintenant, laisse-moi répondre. Laisse-moi répondre. Non, en quoi est-ce que ça te gêne, toi, laisse-moi répondre. 9 ans au 7e siècle? Tu peux me laisser répondre? Tu peux me laisser répondre? S'il te plaît. En quoi ça te gêne qu'il ait marié une fille de 9 ans au 7e siècle? En quoi ça te gêne? Voilà. Maintenant, laisse-moi répondre maintenant. Vas-y. La manière dont tu m'as posé la question, est-ce que je peux laver mon enfant et faire les traces sur mon enfant là? Une question était reposée. Et t'es demandé aussi, est-ce que tu peux donner ta fille au mariage à 9 ans? C'est tout, c'est simple. Si tu as pu me poser cette question-là, moi aussi, j'ai pu te poser cette question. Maintenant, concernant ce que tu as dit, que je juge les actions d'un homme du 7e siècle en fonction... je juge les actions d'un homme du 7e siècle aux actions d'un homme du 21e siècle. N'est pas logique. Ça, je sais bien. Je suis un intellectuel. Je sais qu'on ne fait pas ça. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Je sais que de manière logique, il est inconcevable de juger les actions d'un homme du 7e siècle aux actions d'un homme du 21e siècle. Parce que entre le 7e siècle et le 21e siècle, il y a eu une accumulation de connaissances. Maintenant, si je juge cette action parce que vous dites que votre livre saint est divin, que Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent, ça veut dire que tout ce qui s'est passé au 7e siècle va se passer jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que le livre, il est intemporel, c'est-à-dire il est dans tous les temps. Je ne sais pas comment expliquer, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faille, peu importe le temps. Donc voilà pourquoi je me permets de comparer ça au 21e siècle. C'est tout. Si vous finissez, permettez-moi. Oui, j'ai fini. Vas-y, Nigeria, vas-y. Ici, nous témoignons que non, au moment que Nkami parlait de la tradition, ça se passe au Congo. Vous-même, vous êtes venu affirmer que non, vous avez vécu sur le terrain. Exact ou pas? Oui, j'ai affirmé ça. Vous l'avez affirmé. Laissez-moi continuer. Si vous avez affirmé, permettez-moi de continuer. Maintenant, la question du modérateur est que, comme vous avez vécu sur le terrain, vous avez vu, c'est la raison pour laquelle lui, il vous pose la question. Comme vous avez vécu le terrain, vous avez vu ce qui se passe, vous avez même un de vos frères saints qui a fait ces pratiques. Oui ou pas? Pardon, je dis? Vous témoignez que non, vous étiez sur le terrain. Vous témoignez par rapport aux pratiques que Nkami a parlé de ça au Congo. Oui. C'est la raison pour laquelle le modérateur vous pose la question. Parce que vous avez vécu sur le terrain et vous avez vu les faits. C'est la raison pour laquelle il vous pose la question. Bon, maintenant, moi, si tu me demandes, mon descendant qui a vécu au moment du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même mon père ne peut pas te dire son nom. À plus forte raison, moi. Nigeria, on va essayer d'aller très vite, on va gagner du temps. Je vais répondre rapidement à Nigeria. S'il te plaît. Tu as rusé. Non, je vais répondre rapidement. Non, je viens, s'il te plaît. Tu as rusé, tu n'as répondu à aucune question. Tu as parlé de 9 ans, alors que tu n'as pas de preuves factuelles pour établir 9 ans. Maintenant, on te donne des éléments pour te permettre de comprendre, tu les rejettes. Les éléments là sont lesquels? On t'a dit, il avait une femme adulte avec qui il vivait, qui s'occupait de lui, qui prenait soin de lui, avec qui il a partagé son intimité et sa vie. Jusqu'à ce qu'elle décède, il n'avait pas une autre femme. Cette dernière-là décède, il ne va pas aller prendre une femme mature, qui va venir combler le vide, le réconforter, le calmer. Il va aller prendre un bébé dont lui-même, dans son angoisse, doit s'occuper.
Ça, c'est pour que ton intelligence puisse sonner et puis te ramener à la raison. Deuxième élément qu'on t'a donné pour te permettre de mieux comprendre qu'elle ne pouvait pas avoir 9 ans, c'est que les ennemis qui l'avaient là-bas, là, eux-mêmes, ils cherchaient une occasion pour le diffamer, pour le rejeter. S'il avait réellement agi de la sorte, ils auraient pris la balle au bon, si c'est une mauvaise chose, pour le condamner avec. Troisième élément, lui-même, il a refusé de donner sa fille à ses compagnons parce qu'il a trouvé que sa fille était encore jeune. Et le compagnon auquel il refuse de donner sa fille parce qu'elle est jeune, c'est lui encore qui va aller marier la fille de ce compagnon petite. Ran Soniké, bismillah. Donne-moi une minute, je me déplace. Je peux parler. Attends d'abord. Bah, je pense que vous êtes parti un petit peu dans l'histoire de moi. Après, il me reste peut-être 5 minutes, après je vais partir, sinon je voulais faire une conclusion. D'accord, d'accord. Dans... Tout à l'heure, après Ran Soniké. Ok. Non, il n'a pas fait sa conclusion en attendant. Bah d'accord, donc vas-y. Nia Abi, il t'envoie une invitation. Pardon, faut laisser tes doigts avant respirer. Faut laisser tes doigts avant respirer. Permets à ta bouche de parler. Je viens de t'envoyer une invitation. Vas-y, Mr. Camille, allez-y. Ouais, merci à tous de m'avoir... Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'ai beaucoup eu du plaisir de partager l'histoire de nos ancêtres, profonde que les Kémites d'aujourd'hui ignorent aussi. Bien sûr que les Kémites d'aujourd'hui sont égarés par la mythologie laissée par les historiens africains, animés de confusion, plutôt du démonisme, pour nous abrutir encore. Mais la vraie science de nos ancêtres ne commence pas avec les Égyptiens. Les Égyptiens sont les enfants des Pygmées. Les Égyptiens ont trahi le mode de vie des Pygmées. D'où voilà pourquoi les Pygmées sont retournés dans la forêt comme Adam dans la forêt. Le Créateur n'a pas aimé de voir les êtres humains avec des pyramides, des maisons bâties aujourd'hui. Donc la vraie science commence par les Pygmées. Si on doit parler de la spiritualité, la vraie spiritualité, c'est avec les Pygmées, pas avec les Égyptiens. Donc, à cause de la puissance de la culture égyptienne, depuis la Mésopotamie, l'Égypte antique, l'Égypte pharaonique, a fait qu'aujourd'hui nous souffrons. Si nos ancêtres qui ont construit des pyramides ou qui vivaient en Mésopotamie n'étaient pas sortis dans le mode de vie des Pygmées, on ne serait pas dans une malédiction qui nous continue jusqu'à présent. Ils ont désobéi et ils ont modifié la façon de vivre des Pygmées. Et celui qui va le faire va être le premier roi de la terre et il va se dire que c'est moi le Dieu sur terre. À partir d'aujourd'hui, tous les foyers sur terre, c'est moi qui va donner des ordres. D'où naîtra la politique, d'où naîtra le système de royauté, d'où naîtra l'ésotérisme, les fétiches, d'où naîtra les camons ancestrales. Les Pygmées vont voir leur enfant modifier cette tradition. Ils vont dire, celui-là nous ramène dans un mauvais univers. Nzayambi. Aujourd'hui, on dit Nzambi. Donc, ils vont fuir cette tradition. Donc, les Pygmées vont peupler la terre et les Égyptiens aussi vont peupler. Donc, les Égyptiens ne sont pas spirituels. Les Égyptiens, en vérité, ont pratiqué la sorcellerie ancestrale. Et nous sommes dans la tradition ou dans la culture des Égyptiens et pas dans la tradition ou dans le mode de vie des Pygmées. Voilà les preuves tangibles qui sont en Afrique. Les Africains, vous avez dans vos yeux deux modes de vie. De vos grands-pères, les Pygmées, dans la forêt, et de nos grands-pères qui ont fait des pyramides. Laquelle vous préférez? Et donc, voilà comment le Créateur nous a montré deux voies à suivre. Soit vous suivez ce que vos Égyptiens ont mis en place, qui est du satanisme, ou soit vous suivez le mode de vie des Pygmées. Mais je sais que vous pouvez pas, on ne peut plus retourner dans le cadre des Pygmées. Mais prenez ce qui est bon dans la tradition des Égyptiens et prenez aussi bon ce qui est dans la tradition des Pygmées, si vous voulez vraiment s'en sortir. Donc nous sommes tous les Africains sont tous dans une malédiction parce que aucun d'entre eux n'a accepté que tu sois musulman, chrétien, juif, tu n'as pas demandé la permission, je finis par là, tu n'as pas demandé la permission à tes ancêtres de sortir de la tradition des ancêtres ou de la culture africaine pour aller épouser la culture des autres. Tu es musulman, mais tu gardes toujours la tradition des ancêtres. Ça veut dire que la tradition des ancêtres là aussi, le Créateur n'aime pas, il y a des choses qu'il n'aime pas. Donc
tu contredis aussi, tu bénéficies de cette malédiction-là. Voilà. Aucun Africain n'a demandé la permission de sortir dans la tradition africaine. Mais dans cette tradition, il y a aussi la malédiction que le chrétien n'aime pas. Voilà pourquoi cette malédiction, nous sommes des héritiers. Voilà. Mr. Nkami, merci. En 30 secondes, quel était le nom du premier pygmée? Quel était son nom, le premier pygmée? Le premier pygmée, ce qu'on appelle Adamo, qui finira par Adam. Voilà. Donc la Bible raconte l'histoire vraie. Je sais qu'entre musulmans et chrétiens, vous avez un contentieux à régler, c'est votre palabre. Mais l'histoire vraie est aussi dans la Bible, à lire avec modération et avec logique. Merci. Merci beaucoup, frère. Merci d'être passé. En tout cas, le panel est ouvert tant que tu es disponible, Inch'Allah. Quand il aura des kémiques, merci. Merci. Voilà, vous êtes dans les parages, merci beaucoup. Merci. Je reste en bas, je vous écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chef Nkami. Merci énormément. Alors, Ren Senike. Ouais. Ici, là. Ouais. Ah, Digne Fils, il a pris la tangente. Il a pris la tangente? Digne Fils, non. De toute façon, Digne Fils, il rien. Voilà, moi... Peut-être qu'il bug. Non, dis-moi qu'il bug, il a refait sa demande. Non, il n'est même pas là même. Ah, il est là. Au fait, il n'est pas... Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais monter. J'ai des questions à lui poser. On va faire l'enfant là. D'accord, donc Digne Fils, est-ce que tu es pour l'homosexualité? S'il te plaît. Non, je ne suis pas pour ça. Est-ce que tu es pour, comment dirais-je, la transsexualité? C'est-à-dire qu'un homme peut devenir une femme et une femme peut transiter pour devenir un homme. Est-ce que tu n'es pas pour? D'accord. Est-ce que tu es pour ou contre l'excision? Est-ce que je suis pour ou contre l'excision? Oui. Je suis pour l'excision. Pourquoi je serais contre l'excision? Tu es pour l'excision. Malgré tout ce que l'excision comporte comme risque aujourd'hui, tu es pour l'excision, c'est ça? Pas l'excision faite de la manière dont les religions ont fait, hein. Pas l'excision faite de la manière dont les Arabes ont fait. L'excision qui est née à... Quelle religion? Cite-moi. Je sais pas en tout cas de la manière que les Arabes ont apporté, ou bien je sais les pas. Arabes, ils ont apporté, il y a eu le brassage, tout ça. Ils ont apporté quel genre d'excision? Je sais pas, découper totalement le clitoris. Mais je pense que nous devons... Je pense que... Attends. Non, laisse-moi parler, pardon. Moi, j'ai une vidéo ici. Si donc, j'ai pas droit à la parole ici. Non, tu as le droit à la parole, mais c'est mon temps de parole. Si j'ai décidé de te poser des questions, c'est dans mon temps de parole. Si tu veux répondre, tu veux répondre. Juste quand tu dois faire longtemps là, tu attends que je finisse. Là, comme ça, tu vas répondre. Moi, j'ai une vidéo ici. Allez-y tous sur Internet. Tapez les cérémonies d'excision chez les Bandalinda. La tribu des Bandalinda. Âme sensible, s'abstenir. C'est une tribu centrafricaine qui, lors des séances d'initiation, les clitoris des filles sont enlevés en totalité. Bah, faudra que tu me... c'est les Arabes qui leur ont appris ça. N'est-ce pas, Digne Fils? Ah, d'accord. Ah, ce que je sais, cette tribu-là, c'est dans les cérémonies d'initiation. C'est pas dans les mosquées. C'est pas dans les madrasas. Hein. C'est dans la forêt. Avec les petites filles autour des reins. Il y a les bananiers autour des reins. Mais c'est pas grave. Donc, Digne Fils vient nous dire ici qu'il n'est pas d'accord pour l'homosexualité. Alors que la société actuelle nous force à aimer l'homosexualité et à concevoir que cela est une norme. Et que l'homosexuel a le droit d'aimer et que c'est tout à fait naturel qu'un homme puisse aimer un homme. Ça, c'est que la société d'aujourd'hui, 2024, nous impose. Il dit qu'il n'est pas pour la transsexualité. Bon, la transsexualité aujourd'hui nous est imposée. C'est-à-dire une personne qui change de... Il y a des pays où l'homophobie ou bien la transphobie sont, comment dirais, sont interdites par la loi. C'est-à-dire que tu peux être poursuivi du fait d'être homophobe. Aujourd'hui, c'est ça la société nous impose. Ok? Maintenant, Digne Fils nous dit qu'il est pour l'excision. Alors que la société actuelle refuse l'excision et trouve qu'il y a eu beaucoup de meurtres
il y a eu beaucoup de filles qui ont été, qui sont décédées à cause de cette pratique. Et il n'y a rien qui prouve que ce sont les Arabes qui ont apporté ça, à moins que le gars m'envoie des sources. Si vous ne le savez pas, on a retrouvé des momies excisées en Égypte. Ok? On a retrouvé des momies excisées en Égypte. Il y a un chercheur qu'on appelle Strabon qui a retrouvé des momies excisées en Égypte. Donc en Égypte antique, on parle de moins 600 avant Jésus ou bien peut-être moins 300 avant Jésus. Il n'y avait pas d'Arabes, il n'y avait pas de Blancs. Donc je ne sais pas à qui tu vas attribuer l'excision, l'ablation qui était faite là-bas. Maintenant, on vient sur le mariage des petites filles. Moi j'ai une question. Béni, vu que Ding Fils, quand il va vouloir répondre, il va aller dans tous les sens. Quels sont les textes africains qui donnent l'âge limite de mariage ici en Afrique? Quels sont les textes anciens? Je ne parle pas des textes apportés par l'Occident. Hein. Tu es muté. Tu es muté, hein? Tu es muté. Moi, je t'entends pas. Hein. Il connaît pas ça. Dis, fils, démute-toi. Il va nous dire d'abord. C'est mon temps des paroles ou bien c'est ton temps des paroles? La contrée qu'elle a... Mais tu vas répondre à la question. Non, il faut finir de parler. Moi, il va noter tes questions. Je ne finis pas de parler. Je t'ai posé une question. Réponds s'il te plaît. Après, tu vas faire ton écoute. Tu es sur notre panel. Et quand on donne des règles, on va avec. Elle t'a posé une question, tu réponds à la question. Et tu te mutes. Elle t'a posé une question, tu réponds à la question, et puis on développe. Vous savez, ça va envoyer un désordre. Parce que quand il va répondre et aller au bout de mes idées, elle va m'empêcher, elle va me dire que c'est son temps de parole. Donc pour éviter ça, elle n'a qu'à finir. Moi, je note ces questions. Je vais finir, je vais répondre à toutes ces questions. C'est simple. Il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, tu vas me dire, note bien, je te pose cette question. Quel est l'âge limite, ou bien quel est l'âge de base en Égypte antique? Quelle est la limite d'âge pour le mariage? C'est-à-dire en temps et temps. Genre, l'âge de mariage est déterminé à partir de quel moment? Tu vas me répondre sur ça. Tu vas me donner un texte africain, ok, qui estime que marier des petites filles de 9 ans, c'est interdit, ok? Et tu vas me dire aussi, il y a une tribu qu'on appelle au Malawi, j'ai oublié le nom de la tribu, et c'est dans cette tribu, dès que la fille est dans sa puberté, c'est-à-dire quand elle a ses règles, on sait qu'on peut avoir ses règles à 11 ans, 10 ans, bah, il y a des cérémonies d'initiation où on les apprend des pratiques sexuelles. Et il y a des gens qui sont engagés pour ça qu'on appelle les hyènes. Donc tu vas me dire, en 2024 là, si tu es d'accord avec cette pratique, parce que les pratiques te retrouvent au 7e siècle, sache que ce que tu dénonces au 7e siècle, là, ça continue dans les traditions que tu prônes. Donc tu vas me répondre sur ça aussi. Je me mute et je t'écoute. Ok, je pense que tu as tout noté. Hein. Faut pas demander à quelqu'un qu'est-ce qu'elle a à dire ici. Si aussi tu ne réponds pas à une question qu'elle a posée, on sera obligé de te faire descendre. Vas-y, démute-toi. Ah, non, mais comment ça vous allez me faire descendre? Peut-être qu'il n'y a pas noté ou bien il n'y a pas... Non, il faut nous prendre au sérieux. Tu as dit que tu notes. La première question, c'est l'âge. La première question, c'est l'âge. La première question, c'est l'âge, non? Tu as noté. Si tu as noté, donne-nous la réponse. Non, mais tu me dis s'il ne répond pas à la question que tu vas me faire descendre. Donc, pourquoi elle a voulu que tu répondes? On se comprend déjà. On se comprend déjà sur les questions. Faut pas parler comme ça. On se comprend déjà sur les questions. Parce que tu me dis s'il ne répond pas, ça me fait descendre. Si on se comprend déjà sur les questions et qu'il n'y a pas répondu là, comme ça, on peut comprendre. Oui, c'est simple que ça. Maintenant, elle a posé une question, elle voulait que tu répondes étape par étape pour te permettre de comprendre. Tu as dit non, que toi tu notes. Et que tu notes. Donc tu as noté là, il faut répondre par étape, on va avancer. Mais je peux noter les questions et les questions ne vont pas avec ce qu'elle a dit. Voilà pourquoi je veux qu'on s'entende sur les questions. C'est simple que ça. Oh, mais il y a quoi qui est difficile dans ça? Maman, mais c'est pas grave, je vais répondre. Si tu trouves que je n'ai pas répondu à une question, vous me dites. Concernant l'excision, moi je pense qu'on doit tous être honnêtes. On doit avoir l'honnêteté intellectuelle de savoir que, de comprendre que si déjà on refuse l'excision sous prétexte que c'est une mutation génétique ou bien je ne sais pas quoi, on doit aussi refuser aussi la circoncision. Si on accepte la circoncision, pourquoi ne pas accepter l'excision? Maintenant, quand je parle de l'excision, qu'il y a eu
il y a eu des infiltrations qui aboutissent jusqu'à l'excision que nous avons actuelle. C'est vrai. Maintenant, tu m'as dit qu'il y a une momie égyptienne qui a été excisée. Je pense que après, tu vas me montrer. Peut-être que moi, je me trompe. Tu vas me montrer la source de cette momie et je vais aller vérifier. Peut-être que je me suis trompé. Mais à ce que moi, je sache, ces pratiques d'excision que nous avons et que nos parents pratiquaient ces dernières années-là n'étaient pas pratiquées avant. Voilà. S'il y avait juste, comme on dit, une petite entaille du clitoris qui symbolisait la féminité. Voilà. Maintenant, toi, tu me dis qu'ils pratiquaient ça avant. Je pense que tu as des sources et tu vas me les montrer. Il n'y a pas de souci à ça. Maintenant, tu m'as demandé, est-ce qu'il y avait un âge qui était requis pour le mariage, un âge qui était requis pour le mariage de manière écrite, je sais pas. Mais je vais te répondre que nos parents et nos arrière-parents n'avaient pas et transmettaient les choses de manière orale. C'était la transmission orale qui était le plus prônée chez nous ici. Et on sait tous que les femmes, on ne mariait jamais une femme qui n'était pas en mesure d'être mariée. Si peut-être dans ton village, on marie les femmes qui sont pas en mesure d'être mariées, ça, moi, je ne sais pas. Mais je sais qu'on marie toujours les femmes qui sont en mesure d'être mariées. C'est-à-dire, elle atteint l'âge de... On appelle ça comment? Elle atteint l'âge d'être une femme et on la marie après des cérémonies rituelles, je ne sais pas. Mais après cela, on la marie. Parce que moi, je ne suis pas déjà dans une confrérie quelconque. Mais je sais que après les cérémonies de génération ou bien je ne sais pas de quoi, on les mariait parce qu'elles avaient atteint cet âge d'être mariées. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. L'âge à laquelle on devient femme, c'est quel âge, s'il te plaît? L'âge à laquelle on devient femme, c'est ça, non? Oui, oui. L'âge à laquelle on devient femme, c'est de 16 ans, je crois bien, de 16 ans à partir de 16 ans, monter par là, de 15 ans et monter par là. Moi, je te dis qu'en tant que femme, j'ai été réglée à 10 ans. Ah, tu as été réglée à 10 ans? J'ai été réglée à 10 ans, ma soeur a 11 ans. Il y a beaucoup de cas de filles qui sont réglées très tôt aussi. Je connais une qui est très proche de moi, 10 ans. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as dit sur ça? C'est pas 16 ans. Je sais qu'il y avait un système. Je sais qu'il y avait un système de on appelle ça comment, des générations de confréries, que après chaque génération, après une cérémonie de génération, on les donnait au mariage. Voilà. Je sais qu'elles étaient aptes. Je sais qu'au moment où on les donnait au mariage, elles étaient aptes à être mariées. Je n'ai jamais entendu dans un village quelqu'un qu'on a marié une fille à l'âge de 9 ans. Est-ce qu'il est normal de marier une fille de 14-15 ans? Est-ce qu'on peut donner une fille de 14-15 ans en mariage? Bon, ça, moi, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais vu ça dans ma demande à toi. Non, pourquoi il serait normal? Il ne serait pas normal? Pourquoi il serait normal? Il ne serait pas normal? Vas-y. Donc, tu as fini? Ok. Donc, ici, vous avez entendu, il dit que l'âge de mariage, c'est à l'âge de la puberté. Et l'âge de la puberté est compris. Attends, on va essayer de regarder. Voilà, l'âge de la puberté. Voilà. Chez les filles, écoute bien. Oh, oh, oh. Attendez, je vais allumer ma caméra. On va faire un peu de... On va faire un peu de cours là, parce que chez les anciens, effectivement, l'âge de la puberté, chez les filles, la puberté commence généralement entre 8 ans et demi et 10 ans. Ok? Et elle dure environ 4 ans. Ok? Donc c'est un processus. Voilà. Donc chez les filles, le moment où la puberté commence,
dépend des facteurs suivants. Poids. Bah, moi, j'étais à Pouchou, et peut-être que c'est pour ça, pour moi, elle est venue vite. On dit la puberté commence généralement plutôt chez les filles en surpoids. Ok. Donc, ici, ça, c'est la minute science. Voilà, ça, c'est pour ton information. Donc, effectivement, ce que tu as dit, c'est ça. Lorsque la fille atteint l'âge de la puberté, elle est mariable. Et quand tu vas en Égypte, dès qu'une fille avait ses règles, cela marquait le fait qu'elle soit apte à être une femme mariée. Voilà. Donc, prochainement, quand tu viens avec des allégations, il faut regarder dans le passé. Et il faut regarder aussi le contexte. Sache que jusqu'à aujourd'hui, moi, je pense que votre lutte là, c'est juste des luttes idéologiques. Vous ne supportez pas simplement parce que c'est l'islam. Sinon, au jour d'aujourd'hui, j'ai même un reportage sur ma page. Au Congo, il y a des tribus qui continuent, ok, de marier, ça y est, c'est la tradition d'épouser des petites filles. Et c'est en 2024. C'est pas au 7e siècle. Donc, si vous voulez vraiment lutter contre ça, ben, il va falloir lutter contre ça par rapport à ce qui se passe dans nos villages. Et à ce que je sache, le Congo n'est pas un pays musulman. C'est quelle tradition, c'est quel peuple au Congo? Je viens. J'ai un ami qui est de cette tribu-là. Si je dis les va se fâcher. Mais je vais dire quand même. C'est la tribu des Baluba. Ok? Au nord du Kasaï. Les Baluba? Oui. Il pense pas. Il pense pas, il pense pas. Ok, attends, je vais te mettre le reportage. Non, je vais te mettre le reportage. Ah ouais, digne fils. Voilà, le truc qu'elle va mettre, je n'ai pas dit qu'on marie la femme à l'âge de la puberté. J'ai dit on marie la femme à l'âge, une fille qui est prête, qui a l'âge d'être une femme. C'est ce que j'ai dit, je n'ai pas dit à l'âge de la puberté. Hein. Être femme là, c'est quoi? Voilà. Et puis tu m'as demandé, une fille peut être femme à quel âge? C'est là que je t'ai dit environ de 16 ans. Je n'ai pas dit âge de puberté. Hein. Faut pas dire ce qu'il n'est pas dit. Et moi, je te dis ce que les ancêtres disaient. C'est ça la différence entre toi et moi. Parce que ce que je te dis là... Moi, je te dis ce que moi j'ai dit. Peut-être que tu as déformé. Tu dis que moi j'ai dit qu'on marie une fille à l'âge de la puberté. Moi, je n'ai pas dit ça. Non, tu dis quand elle devient femme. Et chez nous, écoute-moi très bien. Chez nous, là, quand tu as tes règles, on dit que tu es devenue femme. C'est comme ça on dit chez nous. Je comprends. Donc, tu dois avoir une fille qui a des règles, elle est femme, quoi. Laisse-moi parler, s'il te plaît. C'est comme ça, on dit chez nous. Et ça, c'est dans nos traditions. À moins que tu veuilles modifier des choses parce que tu as une vision peut-être occidentalisée. Parce que tu as l'air de rejeter l'occidentalisation, mais pourtant, tu as leur point de vue hein, quand tu parles de certaines choses. Voilà. Donc, il n'y a aucun texte qui interdit ce que tu dis là, ce que tu dénonces là. Il n'y a aucun texte africain qui l'interdit. C'est la tradition orale qui prône. Il n'y a pas de tradition orale qui l'interdit. Et tu me sors la vidéo d'un traditionnaliste qui dit que c'est interdit. Tu as la vidéo? À leur époque, là, est-ce avec caméra? Est-ce que tu as la vidéo? Non. Aujourd'hui, on a toujours des traditionnalistes. Oui ou non, mais ils sont tous morts. Les traditionnalistes sont tous morts. Il n'y a plus de, comment dire, il n'y a plus de Kanga, il n'y a plus de Soma, il n'y a plus de comment on appelle ça, celle-là, ceux on les appelle les Komians. Ils n'existent plus, quoi. C'est ce que tu veux me dire. Tu veux me dire ça, c'est ça? Les Komians sont là? Les Komians sont là, si tu allais te renseigner sur les Komians. Je ne suis pas initié, c'est ce que j'ai dit. Je ne suis pas initié à ce que je sache. Tu n'as pas besoin d'être initié pour avoir certaines informations. Je suis désolé. Maintenant, il était... Donc, on passe à une autre question. Parce que là, on stagne. Non, tu peux continuer, Voilà. Moi, je n'ai pas...
Je peux? Oui, vas-y. Voilà. Je n'ai pas parlé de puberté, c'est elle qui a employé le mot de puberté. Moi, j'ai dit, lorsque une fille peut être une femme, c'est là on la donne en mariage. Elle a parlé de puberté. Moi, je n'ai pas parlé de ça. Avoir les menstrues n'est pas forcément, on appelle ça une aptitude à une fille d'être une femme. Parce que être une femme en Afrique, ça demande beaucoup de qualité. C'est pas parce que tu as des règles que tu es une femme en Afrique, c'est faux. Ça, c'est pas la conception de l'Afrique. Si tu n'es pas traditionnaliste, attends. Ça, ce n'est pas la conception de l'Africain. Attends. Tu n'es pas initié, ok? Tu n'es pas dans la tradition. Non, mais ce que tu dis... Tu nous ramènes quelqu'un qui connaît la tradition, qui va nous expliquer ça. Sinon, tu as dit toi-même tu n'es pas initié, donc tu ne peux pas nous expliquer quelque chose dont tu n'as pas la maîtrise, monsieur. Je t'ai dit ce que je sais. Nous avons tous une connaissance. Tu ne sais pas. Tu as dit tout à l'heure que tu n'es pas initié. Toi, tu l'as dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Tu m'as demandé des réponses claires, de manière claire. Voilà pourquoi je dis que tu n'es pas initié. Si tu n'es pas initié et que tu ne connais pas, ne t'aventure pas dessus tout simplement. Non, voilà. Je n'ai pas dit que je ne connais pas. Je dis que je n'ai pas une connaissance approfondie sur ce sujet. Vu que je ne suis pas initié, mais j'ai des connaissances basiques. Nous avons tous des connaissances basiques sur des sujets. Devenir femme ici en Afrique, tout le monde sait que devenir femme, quand on va même, quand ta maman s'en va te trouver dans la chambre et qu'elle voit le truc là, elle te dit ma fille, tu es devenue femme. Voilà, à partir d'aujourd'hui là, tu ne dois pas approcher les garçons, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Voilà ce qui se passe. Vu que tu n'es pas une femme, tu n'es pas une fille, tu ne peux pas venir parler à notre place. Je suis désolé, moi je te dis ce qui est. C'est dans la conception des Africains. Tu n'es pas un Africain. Tu viens de montrer que tu n'es pas un Africain. Parce que tu es un Africain. Elle ne peut pas prendre. La conception ancestrale. Elle ne peut pas s'occuper d'un homme. Elle ne peut pas s'occuper d'un homme. Elle ne peut pas s'occuper d'un homme. Attends. Est-ce que tu sais que la menstruation des femmes était célébrée? C'était une fête. Quand on voit que la fille a ses menstrues-là, les parents même célébraient ça. On dit qu'elle est devenue femme. C'est ce qu'il a dit chez nous. Il est en train de m'amailler ici. La fois arrêter de m'amailler ici. Tu ne vas pas venir enseigner quelqu'un ici. Moi, je ne suis pas là pour t'enseigner. Je donne mes arguments. Si tu as besoin d'être initié pour apprendre des trucs de chez toi, nous, on n'a pas besoin d'être initié. Nous, on connaît déjà. Voilà. Je ne... Mets tu la gamme à la main. Kadeka est là. Mets tu la gamme à la main. Voilà. Mets tu la gamme à la main. Kadeka, tu es là? Kadeka, la parole. Kadeka. J'ai dit, Din fils n'a pas le niveau. J'ai dit depuis le départ. Non. Comment tu peux me dire une fille qui a les règles à 12 ans est une femme? C'est illogique. C'est pas parce qu'elle a les règles qu'elle est une femme. Une femme demande beaucoup d'aptitude. C'est illogique selon toi parce que justement tu as adopté cette conception là, tu n'as plus de. C'est-à-dire que là où tu es, tu n'es plus dans la pensée africaine. Parce que ce que je te dis, c'est africain. Tu as la pensée des leucodermes. Ok? Donc si tu as la pensée des leucodermes. Non. Quand tu as tes règles, ça marque le fait que tu sois devenue une femme. Dans le sens où, si tu t'aventures dans certains trucs, tu tombes enceinte. Parce que les règles marquent. Les règles marquent le départ, le point de départ, le signal pour dire celle-là, elle peut porter la vie. Voilà. Donc si toi tu ne sais pas, ça c'est ton problème. C'est clair. C'est clair, lui ne sait pas ça. Alors Liben est là? Oui, bonsoir Béni. Bonsoir. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Yeah. Moi je voulais intervenir par rapport à la causerie là. Je voulais que Din Fils nous donne les principes qu'il nous donne à quel moment une fille devient une femme. Puisqu'il ne fait que réfuter ce que la reine avance. Parce qu'on se base sur la culture locale, la culture africaine. On voit qu'il est plus sur... il a décollé.
Bon, lui, là, il n'a pas bon niveau, ça. Il connaît rien. C'est que je parlais dans le vide. Je voulais qu'il nous donne quoi, qu'il nous enseigne, parce qu'il parle, il ne fait que réfuter, mais il n'apporte pas d'arguments solides. Il n'a rien à apporter. Allez, on a Hippolyte. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Voilà, moi, c'était par rapport à Dinfis là que j'ai envoyé ma demande. En fait, il ne sert à rien de la vie là de dire que je ne connais pas quoi. Si tu ne connais pas, tu dis que tu ne connais pas. Il n'y a pas un Africain, il n'y a pas une femme africaine qui va te dire que non, que ce n'est pas à partir de monstrues qu'une femme devient femme. Il n'y a pas. Lui, maintenant, s'il est de notre continent, qu'il vienne vraiment nous dire comment ça se passe chez eux. Mais en Afrique là, tout le monde sait que c'est à partir de la même. Même si elle a 11 ans qu'elle a vu ces monstres-là, on dit que tu es devenue femme. Il est délocalisé. Actuellement, il est en Europe. C'est un kémite européen. Ah, donc vraiment, il n'a qu'à aller faire son truc là-bas. Sinon, chez nous, en Afrique, là, tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît ça. Ram Soniké, est-ce que tu as des données à balancer? Scientifiques qui ont atteint leur apogée, qui ont atteint leur finalité. En tout cas, leur utilisation actuelle là, est de l'effort des musulmans arabes qui ont donné à ces sciences-là leur finalité totale. Et on a vu tout à l'heure dans le livre, à la page 227, Le soleil d'Allah brille sur l'Occident, où on a compris qu'il y a des rois qui ont conquis et qui ont ramassé des parchemins qu'ils ont emmenés chez eux pour aller les étudier, les traduire dans la langue arabe afin de rendre ça très profitable. On a cité par exemple Haroun al-Rachid, après la conquête d'Amoria et d'Ankara. Il n'a rien exigé à part les manuscrits grecs anciens. On a également Al-Mamoun, après sa victoire sur l'empereur byzantin Michel III. Il a exigé en guise de réparation tous les ouvrages des philosophes anciens, non encore traduits en arabe, art intellectuel, etc. On a également l'empereur byzantin Constantin 5, 6, 7. Ne considéra-t-il pas que c'était encore le meilleur moyen d'obtenir l'alliance d'un prince arabe d'Andalousie, et n'envoie-t-il pas à Abd ar-Rahman III toute une malle de vieux manuscrits au nombre desquels figuraient la pharmacologie et la diocoride. Donc ici, on a l'empereur byzantin Constantin 7, qui dit que si tu voulais toucher le cœur des rois, ou bien en tout cas d'un chef musulman, il fallait faire des malles de vieux parchemins, et puis tu lui envoies. Quand tu lui donnes ça comme ça, là, c'est fini. Ça veut dire que tu as gagné son cœur, tu as gagné son amitié. Et c'est ce qu'il dit ici dans le livre, pour dire que c'était une meilleure manière de les avoir. Parce que eux, la connaissance était vraiment fondamentale et très importante pour eux. Sur la base du fait que le prophète a dit, allez chercher la connaissance du berceau à la tombe, lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé. Donc voilà un peu l'élément que j'avais essayé de planter le décor avant l'entame. Inch'Allah. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est pas un secret, hein. Tout le monde peut aller taper sur Internet. Si l'Europe, si l'Occident est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à l'apport effectivement des Arabes musulmans qui sont allés en Europe, ok. Il y a plusieurs vagues qui sont allées, il y a eu les Omeyyades, ensuite il y a eu les Almoravides, il y a eu il y a eu beaucoup de groupes qui ont été en Europe. Et ils ont ramené effectivement beaucoup d'apports, c'est-à-dire tout ce qui est scientifique, architecture, voilà. À l'époque, c'était la sauvagerie un peu en Europe, hein. Il paraît que même les latins n'avaient pas. Il faut lire, je ne sais pas si la civilisation de barbarie, à la page 400. Voilà. Voilà. Que l'Europe s'est rendue compte de son passé gréco-latin.
maintenant chercher des informations et faire ça leur base pour faire la renaissance. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc voilà, ça c'est pas un secret. Ensuite, quand l'islam est arrivé en Afrique de l'Ouest, parce que quand les gens vont vous parler, à chaque fois, et faites beaucoup attention, quand ils vont vous parler de traite arabo-musulman, c'est pour brouiller les pistes au fait. C'est pour brouiller des pistes, dans le sens où ils veulent cacher, camoufler l'apport et l'animosité, parce que c'est à cause de cette histoire que justement il y a eu l'animosité envers le noir, parce que envers le noir et surtout envers tournés vers l'Afrique. Et quand ils sont tournés vers l'Afrique maintenant, l'Afrique du Nord était déjà puissante, l'Afrique de l'Ouest c'était déjà, il y avait déjà assez de trucs. Mais là où ils se sont basés le plus, si vous avez remarqué, c'est l'Afrique du bas, c'est-à-dire pour aller vers le centre. Et quand ils sont arrivés là-bas, pour eux, tous les Africains étaient comme les Arabes qui sont allés civiliser de l'Ouest. Il y a eu un grand apport aussi au niveau des les Arabes sont venus vous esclavagiser. Textuellement, c'est faux. Chaque quand on parle. C'est cas. Voilà, Il faut monter. Je ne sais pas pourquoi vous fatiguez vos doigts. Envoie invitation, tu montes et puis on échange calmement. Mais vous fatiguez vos doigts avec des commentaires qui n'ont même pas de sens. Vas-y. Ouais. Donc, je vais vous citer, il y a Afrique noire précoloniale. Ok, Afrique noire précoloniale, j'ai oublié un peu la page là. Mais demain, je vais essayer de poster ça sur ma page. Mais la page parle justement de l'apport de l'islam en Occident. Ok. Et à la page 99, Cheikh Anta Diop est clair, net et précis. Il dit que il n'y a jamais eu de conquête arabe en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire en Afrique noire. Donc, contrairement à ce qui est dit, où ça s'est passé, ils vont faire des affirmations. Et sachez que ces affirmations sont basées sur deux historiens, Malek Chebel et Jacques Hirs. Jacques Hirs, c'est un occidental, c'est un français. Malek Chebel, c'est un maghrébin. Ok? Donc, il fallait brouiller un peu les pistes, essayer de camoufler un peu l'apport des musulmans et des arabes. Il fallait faire d'une pierre deux coups. Parce que si vous avez remarqué, quand on parle de la traite transatlantique, on ne parle pas de traite transatlantico-chrétienne. On ne dit pas ça. Mais par contre, quand il parle de la traite, il ajoute musulman dessus parce qu'il y a quelque chose qui est recherché derrière. C'était au nord de l'Afrique. Et sachez qu'au nord de l'Afrique, c'était sous domination des Byzantins, c'est-à-dire des chrétiens. Maintenant, quand il s'agit de l'Afrique de l'Ouest, de là où on est actuellement, il n'y a eu aucune conquête qui a pris, ou bien que les Arabes ont eu, qui les a permis de soumettre nos ancêtres. Ça n'a jamais eu lieu. Et Cheikh Anta Diop est clair et net. Il précise. Il dit que ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont installés pacifiquement et ils ont diffusé la religion. Il n'y a jamais eu de conquête. Mettez ça dans votre tête. Et il dit, et il ajoute, il est clair et net, il dit que ceux qui soutiennent la thèse selon laquelle les Arabes sont venus par les conquêtes, ils le font parce que ça va dans le sens de leur idéologie ou bien voilà de leur mais factuellement sachez qu'aujourd'hui c'est un dénigrement sur la personne de Samuel Touré.
Maintenant, Samori Touré, revenons sur Samori Touré. Est-ce que vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des peuples qui sortent pour dire les Hondo, je ne sais pas si tu connais les Hondo. Les gens avaient longtemps dit que Samori Touré avait converti les Hondo par la force. Récemment, il y a leur chef traditionnel qui est sorti pour dire que leur islamisation n'avait aucun rapport avec Samori Touré. Et que quand Samori Touré venait, ils étaient déjà musulmans. Ceux qui ont été les plus esclavagisés, quand tu vas dans l'histoire, allez-y taper les barbaresques. Vous allez voir comment les blancs, ils ont été ceux-là même qui ont été le plus esclavagisés en réalité. Ouais. Mais ils ont compris comment on utilise l'histoire. Et chaque candidat dit, tu as nation d'agriculture à la page 56, tu prends. Si tu as nation d'agriculture, tu prends la page 56. Il est clair là-bas. Il dit que dans la conscience, je ne vais pas essayer de répéter ce qu'il dit, mais je vais dire approximativement ce qu'il y a. Un noir comment dirais-je, en Arabie, quand on va voir un noir en Turquie, comment on appelle en Inde, bah, on va dire que c'est à cause de l'esclavage qu'il est arrivé là-bas, alors que le noir il était là-bas avant. Hein. Yeah. Mais ils vont faire croire que c'est à cause de l'esclavage que ce gars est arrivé là-bas. Ou même au nord de l'Afrique. Au nord de l'Afrique, il y a des noirs et des blancs. Mais les noirs de là-bas, ils vont les faire passer pour des esclaves. Parce qu'il faut entretenir ça dans la tête des noirs pour maintenir l'hégémonie et le complexe de supériorité des autres peuples sur le noir. Non. Un noir on lui a appris qu'il est dans cette état des esclaves, ne pourra jamais développer un complexe de supériorité qui pourra lui permettre d'affronter le monde actuel. Parce qu'on est dans un monde de puissants, de ceux qui ont une conscience qui leur permet d'être puissants. Donc les rôles ont été inversés. Donc l'homme noir se sent soumis, l'homme noir se sent complexé vis-à-vis du blanc parce qu'ils ont mis dans la tête de l'homme noir qu'il est issu de l'esclavage et qu'il n'est rien d'autre qu'un esclave. Donc c'est ça que Cheikh Anta Diop combattait en réalité. Exact. Quand il dit que les Égyptiens étaient noirs, les Égyptiens étaient noirs, c'est pas pour nous dire que non, on n'a qu'à aller s'accrocher aux pyramides là-bas, on n'a qu'à aller faire pèlerinage là-bas, ou bien ce n'est pas pour dire qu'on n'a qu'à prendre ça pour charger, pour s'asseoir sur TikTok, pour parler en longueur de journée, comme le font les Kémites. Non. Ils nous disent ça, pourquoi on n'a qu'à se préparer de telle sorte qu'on soit préparé mentalement pour affronter le monde dans lequel on est actuellement. Le monde dans lequel, pardon, on est actuellement. Parce que le blanc, il a camouflé son passé d'esclave. Allez-y, regardez les vidéos où on parle des barbaresques, de l'esclavage des blancs. Et vous allez voir beaucoup de commentaires de blancs qui disent « Mais on ne sait pas, parce que ce n'est pas écrit dans leur programme scolaire. » Mais nous, on nous met dans nos livres que nous, là, on nous a attachés, dans cet état faible, voilà, ils sont venus nous attacher comme ça. Donc, ça nous crée ce complexe d'infériorité. Donc, quand on vous parle de l'histoire de l'esclavage, là, faites beaucoup attention. C'est pour créer des victimes. Et nous ne sommes pas des victimes, en tout cas. Pour nous qui voulons vraiment le bien de l'Afrique, on n'est pas des victimes. Voilà, donc voilà, c'est exactement. Serge Bilé en parle. Merci Baki. Serge Bilé en parle très bien. Et il a fait un magnifique livre où on dit quand les esclaves, quand les noirs avaient des esclaves. Et ils ne cesseront jamais de nous faire passer pour les plus mauvaises personnes qui existent sur la terre. Tout simplement parce qu'ils connaissent la vérité, non seulement physique, matérielle et spirituelle de l'islam. Ils savent, ils connaissent. Ils connaissent la puissance spirituelle de l'islam. Ils connaissent la puissance physique de l'islam. C'est pourquoi ils ont tout fait
pour diviser les musulmans. En tout cas, les moyens qu'ils peuvent utiliser pour diviser, ils vont diviser. Parce qu'ils savent que des musulmans unis et unifiés, c'est pas bon pour l'humanité, ils le savent. C'est pas bon pour l'humanité dans quel sens? C'est que les bêtises se replier sur ce culte ancestral. L'Occident sait évidemment que dans cette posture-là, l'Afrique ne sera encore que plus faible et plus abrutie encore. Parce que c'est quand on était dans cet état-là, cet état de culte d'ancêtre-là, quand on était dans l'état du culte ancestral, c'est là l'homme blanc a réussi à nous dompter, à nous attacher et attacher nos pères pour les amener dans les bateaux. Parce qu'ils étaient dans un culte qui les abrutissait, qui les empêchait de réfléchir et de voir plus loin que le bout de leur nez. C'est là qu'ils sont venus et puis ils les ont emballés, mis dans le bateau, enchaînés, attachés. Allez les mettre dans Fréon. Donc actuellement, même, ils ont des idoles qui sont dans Fréon. Bien. Alors, je vais vous lire quelque chose de très important. Parce que les gens essaient de tronquer l'histoire. Vous savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été un véritable éducateur. Il a été un éducateur pour non seulement d'abord son peuple et ensuite pour l'humanité. Un véritable éducateur. Un éducateur qui a amené l'être humain à se découvrir. À se découvrir. C'est-à-dire à utiliser le facteur spirituel pour un meilleur et un bien-être physique. C'est-à-dire il a amené l'être humain à utiliser le facteur spirituel pour un bien-être physique et une vie associative ou une vie sociétale bien ordonnée, bien ajustée. C'est ce que le prophète il a fait. Voilà l'éducation qu'il a donnée à l'humanité. C'est pourquoi il pourrait dire, il dit par exemple, lorsque vous attendez dans la soirée du vendredi, lorsque vous attendez l'appel à la prière, cessez tout négoce. Ça veut dire lorsqu'on attend l'appel à la prière, on arrête les éléments, les acquisitions physiques et on couvre l'acquis spirituel. Et cet acquis spirituel va nous permettre de mieux gérer l'acquis physique. Recherche ta part ici bas et n'oublie pas ta part dans l'au-delà. Contrairement à toutes ces autres croyances là, les kémites et autres là. C'est une politique européenne. Voilà pourquoi même c'est quitté jusqu'à encore Suéda a envoyé le système. Tu as fouillé même. C'est un système monté de toutes pièces. Parce qu'on sait que si nous retournons au culte de nos ancêtres, nous deviendrons faibles. Si nous retournons à ces cultes-là, ces cultes qui existaient là, et puis ils sont venus les malmener, ils sont partis avec eux là. Malgré ces cultes, malgré ces adorations là, ils ont été chicotés toujours. Ils ont été toujours chicotés là. Si on retourne à ça, on deviendra faible. Ils le savent. Et l'Occident sait que l'islamisation l'islamisation de l'Afrique n'est même pas un bien pour eux. Parce que si l'Afrique est islamisée à un certain niveau, avec les règles établies de l'islam, ils n'auront pas de chance de pouvoir nous marmailler, nous abrutir, etc. Mais si on retourne au culte des ancêtres, là, c'est gâté. Ce qu'il y a eu hier, là, c'est la même chose qu'il y aura encore aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut éviter. Le musulman a toujours été une personne intelligente. Le musulman a été toujours une personne en quête perpétuelle du savoir. C'est pourquoi, au risque de me répéter,
les Égyptiens, selon leurs suiveurs et leurs adeptes, ont eu toutes les maquettes de l'univers. Maquettes de téléphone, maquettes de quoi? Tout ce qui existe sur cette terre-là. Demandez-les, les Égyptiens avaient toutes les maquettes. Mais ils n'ont jamais rien finalisé. Terrible ravage. Je vais enlever ça, parce que ça c'est pour la lumière. La peste ne procédait pour les Arabes depuis longtemps, familiarisés avec les dangers de la contagion, d'aucune cause métaphysique, sinon magique. Parce que à l'époque, les gens pensaient que la peste là, c'était des malédictions, c'était des trucs métaphysiques, etc., etc. Regardez ce qui va continuer. Écoutez bien. L'esprit était maintenu en état de sous-développement. Selon l'opinion émise en 1348, c'est-à-dire l'année où la peste sévit le plus durement par un professeur de l'université de Montpellier, le responsable de la propagation de la maladie était le regard du pestiféré. Ainsi, le médecin ou le prêtre devait-il exiger avant tout du patient qu'il fermât les yeux ou se les laissait bander, après quoi il pouvait l'examiner à loisir sans le moindre risque. En Suisse et dans le sud de la France, le peuple en imputa la faute aux Juifs, qui fut brûlé par centaines. L'exemple, qui plus effroyable encore que l'épidémie elle-même, contamina le continent tout entier. À Narbonne et à Carzazone, la colère de la population fondit sur les Anglais, ennemis du royaume, qui fut attaqué dans leurs murs et livré aux flammes. Fumée fétide qui descendait du ciel, disait-on, de la peste, ou bien encore vapeur empoisonnée que déversaient des météores après les chutes, ou qui, selon l'avis de Conrad de Mengasber, jaillissait des veines de la terre. C'est-à-dire ils ont trouvé toutes les raisons de cette épidémie qui ne finissait pas, mais qui s'aggravait au fur et à mesure. Donc ils ont commencé à plonger dans la superstition. L'église et tout ça. Ils ont commencé à plonger dans la superstition. Non, ça là, c'est un météore qui est descendu. Ça là, style de toutes les planètes, à savoir Saturne, seront les premières victimes de l'ange de la mort. Dans le rapport qu'il rédigea sur l'épidémie de peste de la terrible année de 1348, Boccace résuma ainsi l'opinion quasi générale. C'est en châtiment de leur acte impie que la juste colère de Dieu a frappé les mortels. Aucune science, aucune initiative humaine n'y pouvait porter remède. On organisa maintes processions en vue d'obtenir le pardon de Dieu. Il va sans dire que ces rassemblements ne pouvaient que favoriser la diffusion de l'épidémie. Donc, au moment où l'épidémie battait son plein, et ils sont en train de dire non, c'est Dieu, non, c'est Dieu. Et donc, ils se rassemblaient pour prier. Or, pendant qu'ils se rassemblent pour prier avec les malades et tout ça, l'épidémie va encore de plus belle, s'aggravant. Maintenant, regardez ce qui se passe. Et c'est alors qu'un Arabe
qui invite l'humanité angoissée à baisser son regard du ciel sur la terre et à prendre un certain nombre de précautions élémentaires. Je relis. Et c'est alors un arabe qui invite l'humanité angoissée à baisser son regard du ciel sur la terre et à prendre un certain nombre de précautions. En cette année 1348, celle où la peste fait le plus de ravages, l'homme d'État, historien et médecin d'Andalouse, Ibn al-Shadib, 1313-1374, vizir tout-puissant du sultan de Grenade, compose un traité où il expose avec une logique et une clarté remarquable que la contamination se fait par le contact avec le malade ou ses déjections. Donc il a fallu un musulman arabe. Pendant qu'ils étaient en train de chercher Dieu, vous savez, même aujourd'hui, là, les chrétiens, quand ils sont malades, au lieu d'aller à l'hôpital, on dit non, journée de prière, ils vont jeûner, ils vont faire journée de prière, ils vont faire ceci, ils vont faire cela, etc., etc. Or, ça peut être même une épidémie, et eux-mêmes, ils peuvent se faire contaminer. Donc, pendant qu'ils étaient en train de prier, rassembler le monde avec les maladies, avec les malades, pardon, prier, invoquer Dieu, Seigneur, pardonne-nous, pardonne nos péchés. On sait que tu es fâché, tu as fait descendre ça sur nous. Les malades, pendant ce temps, contaminaient ceux qui étaient bien portants. Et c'est là, un arabe musulman va venir leur dire, hey, descendez les yeux, baissez les yeux. La solution se trouve juste auprès de vous. Voilà comment lui maintenant il va leur inculquer ce savoir, dit que quand vous vous mettez ensemble et que vous mélangez avec les malades là, c'est ce qui fait que l'épidémie va grandissant et il y a plus de morts. Alors, ça, c'est l'œuvre d'un arabe musulman. Alors, nous continuons. La réalité de là, la contagion est trouvée de façon irréfutable par l'expérience, la recherche, l'observation appuyée sur des témoignages dignes de foi et l'autopsie. Un chercheur sera d'autant plus aisément persuadé du caractère contagieux d'une affection qu'il aura su faire un certain nombre de constatations. L'homme qui rentre en contact avec ceux que la maladie a frappé tombe malade à son tour. Tandis que celui qui évite tout contact avec les malades reste indemne. La transmission de la maladie dans la maison ou un quartier s'effectue aussi bien par le trébuchement d'un vêtement que d'un récipient, si bien qu'une simple boucle d'oreille peut apporter la mort à une femme et entraîner toute la maisonnée à la pète. Une fois qu'elle a fait irruption dans une maison de la ville, la maladie touche bientôt ceux qui ont affaire aux malades, puis ses voisins et tous ceux qui ont pénétré chez lui, de telle sorte que la tâche ne cesse de s'élargir. Enfin, la preuve est faite qu'en débarquant le voyageur qui vient d'un pays où sévit une épidémie, introduit l'infection et contamine les habitants du port à l'exception de ceux vivant totalement à l'écart. En reconnaissant le caractère contagieux des épidémies, le monde arabe a réalisé sur les anciens un progrès des plus remarquables, tout en rendant un service inestimable à l'humanité. Donc aujourd'hui, la séparation des pathologies, des malades infectés. Par exemple, il y a eu Covid-19 où on a interdit, par exemple, au pays, à la Chine, aux ressortissants chinois de sortir de la Chine et de rentrer ici. Les malades, les mettre à côté en quarantaine et tout ça. C'est eux qui ont fait ça. Et il y a plein d'autres richesses comme ça. Ils ont même essayé de changer des noms. Changer des noms, changer des données pour mélanger. Pour ne pas qu'on comprenne qu'est-ce que l'islam a apporté d'abord aux Arabes, qui ensuite ont utilisé à bon escient ces acquis islamiques
pour les mettre au profit de l'humanité, en approfondissant les recherches, en récupérant les parchemins pour en faire une finalité dont l'humanité profite aujourd'hui. Qu'Allah facilite notre compréhension, Inch'Allah. Amin. Merci, Benny. Moi, je voulais ajouter quelque chose. Ça dit que quand on parle des kémites, moi, ça me fait tellement rire parce que parfois, quand tu les vois argumenter et puis prendre des bouquins pour pouvoir se défendre, ils utilisent des bouquins des personnes qui sont musulmans, qui ont été musulmans. Exact. Mais ils veulent pas entendre ça, mais on va pas s'attarder sur ça. Et moi, on ne peut pas parler d'évolution scientifique, peu importe l'évolution, sans énumérer l'islam dedans. C'est-à-dire musulman. C'est que on nous parle de Charles Darwin, l'anglais, qui nous a parlé de la théorie de l'évolution des êtres vivants, c'est-à-dire des animaux qui s'évoluent en fonction du temps. Mais on oublie que, selon les recherches, 100 ans avant Darwin, il y a eu un érudit musulman qui a eu l'idée de qu'il appelait sélection naturelle, un philosophe musulman vivant en Irak qui s'appelait Al-Jahaziz l'avait déjà précédé. Donc de son vrai nom, ce musulman, cet érudit musulman s'appelle Abu Usman Amr Bahar. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais comme ces Européens ont généralement fait de la récupération et ils ont tendance à montrer les musulmans comme celui qui n'est pas intelligent. Comme tu le dis chaque fois, le musulman est 10 fois intelligent. Non, grave. Il n'y a aucune évolution quand on va à la source, quelque chose qui a existé 1000 ans avant l'existence de Darwin. Mais aujourd'hui, quand on nous parle de ça, on parle de Darwin. Mais quand tu fais les recherches, tu vas sur le BBC News, tu vas voir que c'est que Darwin, même dans cette évolution, dans cette théorie-là, il y a son ancêtre qui est musulman. Donc c'est pour dire que les histoires des kémites qui viennent nous raconter des histoires, c'est des gens, ils sont juste frustrés en fait. C'est le complexe d'infériorité. Ils n'ont pas d'argument solide. Donc c'est pourquoi ils ne peuvent pas monter pour venir discuter avec les gens parce qu'ils ne tiennent sur rien. C'est des gens, ils veulent juste être dans le libertinage, quoi. Du genre, on fait ce qu'on veut et ils confondent tout entre le fétichisme et puis le kémitisme parce qu'ils ne savent même pas ce qu'il veut dire le kémitisme. Donc c'est ce que je voulais ajouter. Des Indiens et finalement de l'intelligence musulmane arabe épaisse. Ça, on retrouve ça aussi à la page 104 et 106 du document. Tu vas voir que chacun a fait, mais c'est eux là qui finalisent. Ils ont finalisé ça. Ils ont donné à l'humanité. On parle de l'arithmétique. Également, on nous dit, toutes les fois que vous ferez calcul de l'algébrisation ou de l'arithmétisation, pensez bien sûr à nos ancêtres les Arabes musulmans. Ça c'est la page 105 du même livre. Vous pouvez trouver des éléments parlant de tout cela là-bas. En tout cas, c'est un livre qui est magnifique, qui est riche de données, beaucoup de trucs à l'intérieur, pour permettre à ces kémitos là de comprendre qu'ils sont trop dans l'émotion et ils sont tellement dans l'émotion et puis ils ne mettent pas l'histoire du passé, c'est-à-dire ils ne mettent pas le passé à profit. Ils ont plutôt fait de l'histoire une source non seulement de pleurniche, ils ont fait de l'histoire une source de propagande, ils ont fait de l'histoire une source d'abrutissement. Aujourd'hui, quand ils s'asseyent et qu'ils veulent toucher le cœur d'un Africain qui est limité intellectuellement, ils passent toujours par les sentiments. On me dit, voilà, ils ont esclavagisé nos pères. Ces gens-là, ils ont castré ici. Ces gens-là, ils ont coupé ici. Donc, ils jouent toujours sur la sensibilité du noir faible d'esprit. Ils utilisent la sensibilité, ils utilisent l'émotion pour toucher ceux-là qui n'approfondissent
et qui est arrivé là. Donc pour dire ici que être musulman, c'est une occasion unique, formidable, pour tous ceux-là qui espèrent vraiment à la véritable rencontre avec le Seigneur. Tous ces kémites, vous voyez là, ils sont tous couchés en Europe. Tous. Tous ces kémitos là, ils sont couchés en Europe. Et c'est eux qui vont parler de oui, le kémite est un homme libre. Depuis quand un kémite est libre? Depuis quand?